Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. En compagnie de Marc-André, on va parler des équipes qu'on n'a pas eu le temps de discuter la semaine dernière afin d'évaluer qu'est-ce qu'elles ont fait sur le marché des joueurs autonomes. Oui, on va bien sûr parler d'Aaron Rodgers qui se fait attendre. Sa décision, il semblerait que c'est entre les Giants de New York et les Steelers de Pittsburgh. Et Marc-André va y aller de sa chronique de Fantasy Football. Il va faire un retour sur les ailiers rapprochés qui nous ont surpris et déçus lors de la saison 2024 de la NFL. Alors, cet épisode du podcast Le Sac du Cœur commence à l'instant. Marc-André, je crois que c'est toute la planète NFL, du moins tous les partisans. On est fatigué d'attendre après Aaron Rodgers. Les Giants et les Steelers doivent l'être également. Une chose est certaine, il y a le vétéran Cameron Hayward, oui, Cam Hayward, qui lui, il en a vraiment ras-le-bas de toutes ces rumeurs. Il veut qu'Aaron Rodgers prenne une décision. Il n'ira pas dans une grotte pour essayer de le convaincre. Il n'ira pas en retraite fermée, au fin fond, partout dans le monde, dans les coins les plus reculés de la planète pour essayer de le convaincre. Parce qu'il faut dire que Cameron Hayward, c'était lui qui avait convaincu Russell Wilson de se joindre aux Steelers. Mais Aaron Rodgers, il dit c'est pas compliqué. Même Cameron Hayward, il l'a dit. Tu veux être un Steelers? Ben, sois un Steelers. Sinon, ben, arrête-moi ça, là. Je veux dire, on peut pas être un Steelers, on arrête d'en parler. Écoute, on l'a vu, là, on a des photos là, sur la plage là, cette semaine. Il a tellement l'air d'un gars qui se préoccupe plus de son Instagram que de sa carrière d'NFL. Pas mal Ouais, mais au moins, convaincu c'est pas que. des selfies. On va le donner bénéfice du doute. C'est pas Non. des selfies. Je crois que c'est des paparazzis qui ont pris ces Je suis pas photos mal très convaincu pensives qu'on va sur la savoir. plage. Pas mal convaincu qu'on va savoir son choix. Il va avoir l'air un peu espiègle, il va regarder son latte, puis il va avoir le logo de l'équipe choisie dans son latte là, bientôt, là, dans un café branché de New York, sûrement. Ça, ce sont les prochaines photos, c'est la prédiction. Prochaine photo Exact, qu'on va avoir d'Aaron exact. Rodgers. Ouais, ben écoute, ça nous dit où est-ce qu'on en est rendu là, au marché, à la position de carrière, parce qu'il ne reste plus rien. Là. OK? Puis il y a des Mhm. équipes, il y a une équipe, ça fait des semaines qu'on en parle, qui va se retrouver sans carrière partant. On va voir ça va être laquelle. Mais si c'était les Steelers de Pittsburgh, est-ce que tu attendrais encore? C'est ça ma question. Parce qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant, mais en même temps, aller de l'avant avec qui, avec quoi? Pendant ce temps-là, il y a les Falcons d'Atlanta qui gardent Kirk Cousins, qui tiennent Kirk Cousins en otage. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas le libérer, mais c'est quoi? Les Falcons ils ont raison de faire ça. Parce qu'il y a une équipe qui va devenir désespérée à un certain moment donné, qui va Exact. possiblement leur faire une offre. Sais-tu quoi? Si j'étais les Steelers de Pittsburgh, je lâcherais un coup de fil aux 49ers, moi, pour Brock Purdy. Voir qu'est-ce que ça coûte. Je sais pas si c'est parce qu'on tarde à le payer quand même du côté des Niners. Là, on va parler des Niners plus tard. Ouais. Mais je sais pas. Juste voir un peu, tâter le terrain, savoir ça coûterait quoi un choix de quoi? Deuxième ronde, troisième ronde, quelques joueurs également. Je serais curieux de voir ça parce que oui, il reste les Giants. Selon moi, les Giants, on s'en va au repêchage. On va repêcher celui qui reste entre Shedeur Sanders ou Cam Ward, potentiellement Shedeur Sanders. Mais les Steelers, on a fait des belles additions autour, mais on n'a toujours pas de carrière. On a amélioré la position de receveur de passe. Ouais, si j'étais les Steelers, je lâcherais peut-être un coup de fil aux 49ers. Ça serait une option que j'aimerais explorer. Ouais, mais moi, je suis les 49ers de San Francisco. Je suis obligé de dire non parce que qui va être le carrière des 49ers? Ouais, Déjà, ouais. souviens-toi, on a été chanceux là, en repêchant Brock Purdy en septième ronde parce que notre homme, c'était Trey Lance du côté des 49ers de San Francisco. Souviens-toi, on a donné des choix au repêchage. C'est ça qu'on a complété une transaction, on fait une grimpée au classement du repêchage pour repêcher Trey Lance, qui a été un flop monumental. Mais heureusement qu'en septième ronde, on a repêché Brock Purdy. Puis ce Purdy a sauvé l'emploi de tout le monde, là, de Kyle Shanahan, de John Lynch à San Francisco avec ses performances. Puis quand tu es en mesure de trouver un bon carrière partant en septième ronde, tu dois tout faire pour le retenir au sein de l'organisation. C'est vrai que ça prend du temps, mais comme tu sais, c'est long, ces gros contrats-là. Généralement, ça prend du temps afin là, de finaliser le tout. Mais les Niners ont, dans leur intérêt, comme tu as dit, on va en parler plus tard, là, déjà qu'ils ont perdu plusieurs joueurs. Ils ont été chanceux en trouvant un bon carrière en septième ronde. Ils devraient le garder. On a signé Mac Jones du côté des 49ers comme plan B pour une année. Là. La rumeur voulait aussi Oui, qu'à l'époque, oui. Kyle Shanahan préférait Mac Jones à Trey Lance. Hein?
Ouais, mais quoi, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, c'est quoi? C'est un Ouais. repêchage de 2021, 4 ans plus tard. Je pense qu'il a changé son évaluation. Là. Très certainement, il s'est rendu compte que c'est une bonne chose Non, mais ceci qu'on dit, n'a pas repêché Mac Jones. Mac Jones, Kenny Pickett, tu sais, les Browns ont fait Ouf. l'acquisition de Kenny Pickett. C'est le même genre de carrière pour moi. C'est des plans à Mauvais. court terme. Mauvais, c'est ça. Ben oui, mais c'est des plans à court terme. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé, il n'y a pas de quart de concession, ne sera pas dans ce repêchage-ci. Ben, tu sais, pour les Browns, est-ce que le fait que tu as signé Kenny Pickett, est-ce que ça va réellement t'empêcher de repêcher Shedeur Sanders? Tu sais, c'est ça, parce que c'est pas un grand corps, là. Écoute, je vais te dire, il est mauvais, Kenny Pickett, là. Je pense qu'on peut dire ça, là. Il a un talent très limité. Ça fait un certain temps qu'il est dans la NFL. Mais c'est ça, le fait que tu as Kenny Pickett, pour moi, ça t'empêche pas de repêcher un Trevor Sanders. Comme ça, tu peux garder Sanders sur le banc pour les 4-5 premiers matchs de la saison. Puis après ça, l'envoyer dans la mêlée, question qu'il observe un peu. Donc, moi, je suis pas prêt à dire que les Browns vont pas repêcher un carrière malgré tout au deuxième rang du repêchage. Il reste beaucoup de temps, mais en tout cas, moi, je ne serais pas fermé à cette idée-là si j'étais les Browns de Cleveland. Pour revenir à Aaron Rodgers, hein, il aimerait ça qu'on revienne à lui. On a dévié la conversation sur d'autres joueurs, mais tout ça pour dire qu'on a su que les Vikings, ben, ça ne sera pas avec les Vikings qu'Aaron Rodgers va signer. On préfère aller du côté de J.J. McCarthy. Donc, il voulait suivre les traces de Brett Favre quasiment à la lettre. Ben, ça ne se produira pas. Moi aussi, je pense Mais, que finalement, c'est les Steelers ou c'est les Giants ou il sera un numéro 2 sinon, quelque part. mais pour moi, ces rumeurs-là qu'il envoyait avec les Vikings, ça n'a jamais fait de sens. Les Vikings avaient un vétéran carrière en Sam Darnold. Ils ont décidé de ne pas le re-signer. Clairement, à ce moment-là, pour moi, c'est évident qu'on voulait aller de l'avant avec McCarthy comme carrière On partant avait numéro Daniel un. Jones aussi, qu'on a laissé aller. Ouais, ben c'est ça. Moi, je croyais qu'on allait garder Daniel Jones pour avoir un vétéran derrière McCarthy si jamais McCarthy ne performe pas bien. Puis avoir un vétéran qui sait se préparer, comme ça McCarthy aurait pu observer Daniel Jones et apprendre de cette façon-là, tout en jouant. Mais parce qu'on va voir peut-être les Vikings vont signer une autre carrière vétéran. Ça, on va en trouver même au mois de juin à titre de réserviste. Mais je ne suis pas surpris qu'on va de l'avant avec McCarthy en tant que carrière partant, parce qu'on a dépensé un choix du top 10 l'année dernière pour repêcher J.J. McCarthy. Là, on se doit de voir ce dont il est capable. Exactement, exactement. On passe aux Bengals, Didier. Jamar Chase est Allons-y. maintenant bien en selle avec les Bengals. T. Higgins également. Ils ont fait sauter la banque, les deux joueurs, avec Joe Burrow, Didier. Ces trois joueurs-là comptent pour 44 de la masse salariale de l'équipe. Et je sais qu'on a une question vidéo de Raphaël Lepron à ce sujet. Est-ce qu'on l'écoute? Je crois que oui. Allons-y. Salut Didier Marc-André Guillaume, tout d'abord merci pour le podcast, c'est vraiment super, je l'écoute à chaque semaine et c'est vraiment ma source d'information football principale. Donc merci de mettre autant de temps dans ce projet qui est vraiment de top qualité. Ma question est la suivante, les contrats à T. Higgins et Jamar Chase viennent de tomber avec les Bengals. Tout d'abord c'est peut-être une bonne chose parce que pour une fois T. Higgins ne sera pas sur le franchise tag, donc il va être un peu plus content puis va se donner dès le camp d'entraînement, ce qui est un point positif. Cependant, tout le monde en parle. Désormais, l'espace sur la masse salariale des Bengals est assez limité. Et justement, ma question, c'est du point de vue d'un gars comme Joe Burrow, qui est un leader incontesté, qui est un des meilleurs carrières de la NFL, est-ce que lui n'est pas un peu inquiet et dérangé par ça, par le fait que son équipe est aussi mal bâtie? Et puis, ça mène à une question plus générale. Est-ce qu'un corps arrière se soucie de la construction de son équipe et tente d'avoir son mot à dire? Il pense plus que juste avoir des armes à sa disposition pour avoir des bonnes stats individuelles, mais pas nécessairement avoir une équipe compétitive. Bref, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Ah ben merci à toi, Raphaël. Tout d'abord, merci pour les beaux compliments. C'est grandement apprécié. Et merci d'avoir pris le temps de nous enregistrer cette vidéo. Puis c'est vraiment une très bonne question de la part de Raphaël. Parce que Marc-André, c'est Joe Burrow qui a mis de la pression sur l'organisation Mhm. des Bengals afin justement de donner les prolongations de contrat à Chase Higgins et même à Mike Gesicki, les liens rapprochés. Parce que lors de la semaine du Super Bowl, Joe Burrow était à la Nouvelle-Orléans. Il donnait plusieurs entrevues dans Radio Row, puis il disait qu'il tenait absolument à ce que les Bengals gardent tout le monde, gardent tous ses receveurs de passe, son délai rapproché, puis c'est ce qu'on a fait du côté des Bengals de Cincinnati, mais de laisser le cas arrière dicter qu'est-ce qu'on doit faire avec l'équipe, pour moi, ça, c'est jamais une bonne idée. OK, Joe Burrow, c'est pas un DG, c'est pas un directeur général, OK, c'est pas un dépisteur, là.
OK? Sa job, c'est de jouer à la position carrière. Il doit laisser les gens au sein de l'organisation prendre leurs décisions. Puis, en même temps, pour moi, c'était à eux de ne pas céder parce que, pour répondre à la question de Raphaël, ouais, il y a des carrières qui s'intéressent à comment l'équipe est construite au complet. Encore Burrow, c'est ce qu'il voulait. Il a eu ce qu'il voulait, mais là, on n'a pas de défense. Moi, je suis sûr qu'il reste presque plus de ressources financières afin de, j'allais dire, de mettre du contrat des joueurs via le marché des joueurs autonomes. Mais Marc-André, il ne reste plus rien là, sur le marché des joueurs autonomes. Il reste les restants des restants. On s'entend, tous les plus gros noms ont été signés. Là, on va devoir se tourner vers le repêchage. Encore faut-il repêcher les bons joueurs. Et après ça, il faut les développer. Est-ce qu'on va être en mesure de le faire? On a un nouveau coordonnateur en défense, en Al Golden, qui était le coordonnateur de l'unité défensive du Fighting Irish de l'Université de Notre Dame la saison dernière. Bref, moi, je n'aime vraiment pas cette formule-là. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses, justement, là, des prolongations de contrat à Chase Higgins. Puis le fait qu'on n'a pas de ressources maintenant afin d'améliorer notre défense, qui était une des pires de la NFL la saison dernière. Quand un gars a une Batmobile, Didier, c'est lui le boss. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais j'abonde vraiment dans le même sens que Burrow, a-tu toi. une Batmobile pour de vrai? Y a-tu une copie Exact, de c'est acheté des une Batmobiles? il s'est acheté une des 7 ou 8 Laquelle? Batmobiles du Pas le temps film bleu? un Batman. Écoute, regarde ça fait un petit bout que c'est sorti, là, Ah oui, des ok. films de Non, mais Batman. c'est-tu un des Batman de Christopher Nolan ou de Michael Écoute, Keaton à l'époque? écoute, je me souviens pas, mais je Ah, pense que c'est un Nolan, ouais, exactement. Guillaume me dit ça à l'oreille. Ouais, ok, fait que c'est acheté un Ouais, temps bleu. ouais, Ok. Je peux pas le blâmer d'avoir ouais. fait ça. Si j'avais les moyens, ouais. Ça pour dire, j'abonde dans le même sens que toi, tu as parlé de la pression de Joe Burrow, mais il y a aussi la pression de l'agent de Chase, de T. Higgins, qui est le même que l'agent de Chase. En fait, T. Higgins a changé d'agent avant de négocier ce contrat-là, et l'agent de Chase et Higgins, qui est le même joueur, qui est le même agent, un certain Arsenault, a dit, écoutez, si il n'y a pas de prolongation de contrat pour Jamar Chase, si T. Higgins n'est pas là, donc vraiment, les Bengals, on se rend compte qu'ils n'ont pas eu le gros bout du bâton dans toute cette histoire-là. Donc, oui, tout le monde est revenu. Tu as parlé du modèle. Je pense que c'est un modèle déficient parce qu'ils sont condamnés à bien repêcher. Puis on sait que les Bengals, c'est pas leur force au cours des plusieurs années. On a beaucoup on a beaucoup soigné dans le beurre au cours des dernières années du côté des Bengals au repêchage. Puis là, ils sont condamnés à trouver des joueurs qui coûtent pas cher, qui vont avoir des contrats recrues. C'est un peu le même modèle que le modèle des Eagles, qui est en ce moment le modèle, disons, le plus viable et le plus c'est ça que les équipes essaient de répliquer en ce moment dans la NFL. On a une défense jeune sur des contrats recrues. 8 des 11 joueurs des Eagles étaient à leur contrat recru lors de la saison dernière. Comme je te dis, les Eagles repêchent bien, d'autres équipes repêchent bien, les Rams également. Les Rams, la reconstruction, elle s'est quand même faite assez rapidement parce qu'on a eu du succès au repêchage. Mhm. Turner, Verse. Tu sais, je veux dire, lorsqu'on repêche bien, c'est toujours plus facile après ça de revenir vraiment à l'avant-scène dans la NFL. Puis les Bengals, ben, c'est pas le cas. C'est ça qui me tracasse parce qu'on n'est pas habitué à des bons repêchages du côté des Bengals. Le dernier bon joueur qu'on a repêché au repêchage, c'était Jamar Chase. Puis il y en a plusieurs qui pensent qu'on aurait peut-être dû améliorer la ligne à l'attaque. Visiblement, Jamar Chase Mhm. est un excellent joueur de foot. Il apporte vraiment, il a un impact sur les Bengals de Cincinnati. Mais pour revenir au Super Bowl, je pense pas que c'est une équipe qui peut aspirer au Super Bowl avec une défense de la sorte. Ben, parce que lorsqu'on regarde tout ça avec du recul, tu regardes les Bengals, OK, après ces prolongations de contrat-là, sont améliorés comparativement à l'année dernière. C'est essentiellement, ben, c'est pas la même équipe, parce qu'elle va être pire en défense présentement. Déjà qu'avant le début de la saison dernière, on avait perdu des joueurs en défense, notamment Jesse Bates, puis là, on en a perdu d'autres. Euh, donc, je vois pas comment cette équipe-là va être améliorée. On a commencé la saison 0-4. Est-ce qu'on va être capable d'avoir un bon début de saison pour une fois à Cincinnati? Parce que l'année dernière, là, c'était la deuxième année de suite au cours de laquelle on ratait les éliminatoires, Marc-André. Donc, c'est pas une erreur de parcours. Il y a quelque chose qui ne marche pas du côté des Bengals. Les débuts de saison et l'unité défensive, puis il n'y a rien qui me permet de croire que ça va être différent cette année. Peut-être qu'au lieu de commencer avec une fiche d'aucune victoire et 4 défaites, on va pouvoir commencer 2-2. Peut-être, encore là, la façon, si la tendance se maintient, cette défense-là, elle va certainement avoir un manque de talent. Parce que, pendant que Ah, l'excellent voilà. travail de Guillaume qui a trouvé le Tumblr de Joe Burrow, on ne peut pas le blâmer. Là. Il a les moyens, là, avec son contrat, de se payer ça. Je ne sais pas si tu peux rouler dans les rues avec ça légalement, je crois pas. Mais en tout cas, peu importe. Mais tout ça pour dire, tout ça pour dire que
du côté de Cincinnati, ben c'est ça. L'équipe, elle est mal construite, selon moi. L'équipe est mal construite. Puis un point qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'on aurait pu donner la prolongation de contrat à Jamar Chase il y a 1 an. Nous aurait coûté Ah ouais. beaucoup moins cher. On a attendu très longtemps. Là, on paye la note. Oui, le plafond a augmenté, le plafond salarial de 30 millions, mais quand même, ça aurait dû être réglé, ces dossiers-là. La saison dernière, même T. Higgins, on aurait pu lui donner sa prolongation de contrat il y a 1 an. Là, ça fait en sorte que Burrow, Higgins et Chase prennent beaucoup de place. J'oublie ce qu'est le pourcentage qu'ils occupent au niveau du plafond salarial de l'équipe. La dernière fois qu'un carrière et 2 receveurs de passe ont pris autant de place que ça au sein de la masse salariale d'une formation, puis que cette équipe-là est en mesure de gagner le Super Bowl, Marc-André, pour monter au Colts d'Indianapolis, de Peyton Manning, avec un Marvin Harrison, Reggie Wayne, notamment, qui occupait une grosse place sur le plafond salarial. Mais on jouait dans un stade couvert. On avait Dwight Freeney, Robert Mathis comme chasseur de cartes. Donc, si on avait l'avance, on avait ces joueurs-là qui pouvaient presser carrière adverse lorsque nos adversaires essayaient de jouer du football de rattrapage. On n'a pas ce genre de chasseur de cartes du côté des Bengals. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec la situation contractuelle de Trent Hendrickson. Mais en plus de ça, mon dernier point là-dessus, Marc-André, on joue au sein de la section nord de l'américaine. Ce qui veut dire, tu dois aller à Pittsburgh, à Cleveland. OK, les Browns vont être mauvais, comme ils sont tous les ans ou à peu près, mais quand même. Donc, constamment, tu vas dans le nord. Tu joues dans le nord. La température est un facteur. Donc, de penser que tu vas pouvoir passer le ballon à outrance comme ça, moi je ne suis pas convaincu. Surtout que ta défense va arrêter personne. Les Bengals vont être très divertissants la saison prochaine. Leurs matchs vont finir 45-35. Et, on va voir, par contre, si eux qui vont marquer 45 points ou s'ils seront l'équipe qui va accorder une quarantaine de points toutes les semaines. Le Nirvana au niveau fantasy, c'est sûr, les Bengals. Ouais. Ça va être incroyable. Non, mais je pense que, tu sais, si on dresse un portrait global, je pense que c'est une tendance vraiment dans le sport en général, des états-majors les bonnes équipes. Encore là, je ne veux pas paraître partisan, mais je vais parler des Eagles. Puis même, je peux faire un parallèle avec le hockey, le Lightning. On signe nos joueurs à long terme, notre noyau immédiatement. Le contrat de Josh Allen, dernièrement, c'est le meilleur exemple. Il a coûté 330 millions pour les Bills. Mais si on avait attendu à la fin de son contrat actuel, ben, ça nous aurait peut-être coûté 350, 360 millions parce que le plafond ne va pas arrêter d'augmenter parce que le sport se porte bien. C'est la même chose au hockey, le Lightning. On a signé notre noyau, le plafond salarial Deux dans la fois, tu LNH mentionnes va le monter. hockey, là. J'ai rien dit la première fois. Mais c'est pour prouver mon point que c'est une Ouais. tendance chez les bonnes équipes, que le plafond salarial dans les 4 sports majeurs, disons, va constamment être élevé. Fait que c'est mieux de signer tes bons joueurs maintenant à long terme parce que après ça, lorsque tu vas arriver, tu vas pouvoir signer d'autres joueurs parce que tu vas avoir plus de liquidité dans 3 ou 4 ans pour signer des meilleurs joueurs. C'est vraiment un principe qui est vraiment. On voit vraiment que c'est une tendance, comme je le dis actuellement, dans les sports majeurs. Moi, je le vois spécialement au hockey, dans la NFL, dans des sports où on a des plafonds. Le baseball, c'est un peu. Le plafond est un peu plus lousse, disons. On a une taxe si on dépasse, puis les équipes riches payent cette taxe-là sans même broncher. Mais, tu sais, je veux dire, c'est ça. Si on revient à la question de Raphaël, tu sais, il y a un gars comme Patrick Mahomes qui lui aussi donne souvent son opinion sur les Chiefs. Mais je veux dire, je pense que les Chiefs prennent en considération l'opinion de Patrick Mahomes, mais tu sais, c'est pas lui qui dicte les décisions de l'état-major. Je pense qu'il faut avoir vraiment une séparation entre les deux entités. C'est un peu ce que les Bengals ont eu de la misère à faire, selon moi, parce qu'encore là, à cause de l'agent de Chase et Higgins, à cause de Joe Burrow, ils ont décidé finalement de plier. Ils vont se retrouver dans le pétrin s'ils ne repêchent pas bien au cours des prochaines 44 Marc-André. OK, années. Burrow, Higgins et Chase occupent 44 de la masse salariale des Bengals de Cincinnati au moment où on se parle. Merci à Guillaume qui est en mesure de trouver le pourcentage exact. Ça, là, c'est vraiment énorme. Mais c'est un bon point que tu as fait. Parce que le plafond salarial va continuer d'augmenter du côté de la NFL. Je ne sais pas pour les autres sports, je ne sais pas pour la Ligue nationale de hockey, mais au niveau de la NFL, ça va continuer de grimper. Marc-André, écoute, on a annoncé lors de la semaine du Super Bowl qu'on va disputer un match en Irlande dès la saison prochaine, dès la saison 2025 à Dublin, en Irlande. 2026, on va aller jouer un match de saison régulière. Là, je parle de rencontre de saison régulière. On va en disputer une en Australie en 2026. Donc, on est à la recherche de revenus, de nouvel argent du côté de la NFL. C'est la raison pour laquelle
ben c'est ça, on dispute des matchs internationaux. C'est la raison pour laquelle la NFL mise beaucoup sur la présence du flag football lors des Jeux olympiques d'été de mai 2028 afin justement d'augmenter la popularité du football au niveau international et de générer encore plus de revenus. Jusqu'à présent, toutes les décisions au niveau des matchs internationaux de la NFL, ça rapporte, ça fonctionne, ça leur permet de vendre encore plus de produits dérivés et donc la masse salariale ne cesse d'augmenter. Tout ça pour dire, ouais, tu as raison. Les équipes, j'espère qu'elles en prennent conscience parce que les équipes ne s'attendaient pas à ce que le plafond salarial augmente de 30 millions là, cette année. Puis on a appris ça, quoi, peut-être un mois, peut-être moins Mm. d'un mois avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Donc, je pense que les équipes vont être en mesure de re-signer leurs joueurs, mais ça, c'est quelque chose qu'elles vont devoir prendre en considération à l'avenir, de ne pas attendre. Comme les Cowboys qui n'ont toujours pas mis sous contrat Michael Parsons, ça n'arrête pas d'augmenter. Là, c'est rendu le meilleur chasseur de cartes de la NFL, Myles Garrett, Mm. fait quoi, un peu plus de 40 millions de dollars par année en moyenne. Par exemple, Michael Parsons, ben, il va vouloir un contrat similaire. Là. Donc, ça n'arrête pas d'augmenter, tu as raison. Il faut signer nos propres joueurs. Surtout, euh, tu sais des joueurs comme Chase, tu sais que tu ne vas pas les changer. Tu le veux au sein de ton équipe. Mhm. Il est le meilleur receveur de passe de la NFL ou un des meilleurs avec Justin Jefferson. Donc, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Tu sais, Pourquoi avoir reconnaître le attendu pour joueur. CeeDee Lamb? Les Cowboys, c'est la pire équipe pour ça, je trouve, Ouais, dans la NFL. ouais, ils sont entendus pour CeeDee Lamb. Puis là, ils Dak attendent pour Prescott, même à Michael l'époque, Parsons. Dak Prescott. Ouais. Dak Ah, Prescott. ça, il ne faut pas commencer sur Dak Prescott. Moi, j'en reviens toujours pas que c'est Dak Prescott qui est carrière le mieux payé de toute la ligue. Ça, là, j'en Exact. reviens pas, mais effectivement, oui, c'est ça. C'est ce qui arrive lorsque tu attends trop longtemps. Bref, parce qu'on va voir ce qui va avec les Bengals, s'ils vont gagner leur pari. Mais moi, personnellement, je ne crois pas. Je crois que l'équipe est vraiment mal construite. On n'a pas de joueurs en défense. Puis là, on va devoir utiliser toutes nos ressources ou presque lors du repêchage du côté de défensif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout d'abord, il faut choisir les bons joueurs lors du repêchage. Après ça, il faut les développer. Et puis, c'est pas tous les joueurs qui ont une transition facile des rangs universitaires à la NFL. 44% pour la trifecta. Imagine si on ajoute Trey Hendrickson. Ça va monter un peu encore. C'est quoi, 48%? Presque la moitié Ouais. pour 4 joueurs. Bref, on va passer à Benjamin Saint-Just qui a signé son contrat avec les Chargers. C'est un contrat d'1 an. Si on regarde ça objectivement, Didier, c'est sûr que c'est un pari pour Benjamin Saint-Just. C'est dommage pour lui. Il a vraiment connu une mauvaise saison au bien mauvais moment à son année de contrat. Donc, j'ai écouté en fait ton entrevue. Écoute, il a l'air d'un gars content de se joindre à une équipe. Il connaît le coaching staff. Mais qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette signature-là de Benjamin avec les Chargers? Ben, c'est certain, lorsque tu signes un joueur en contrat d'un an, c'est un peu comme, écoute, prouve-nous que tu es en mesure de jouer comme tu l'as fait lors des 3 premières années de ta carrière, puis après ça, ben, on pourra négocier une prolongation de contrat. On l'a vu, il était là avec sa famille, avec son épouse, sa petite fille Noëlla, dans les installations des Chargers. Alors, ce nouveau départ pour Benjamin Saint-Just, ça a mentionné, ça a été une saison difficile l'année dernière, mais ça, c'est tout à son crédit. Il est resté concentré malgré tout, malgré le fait que son temps de jeu était réduit, continuait de s'impliquer au niveau des unités spéciales, il a maintenu une bonne attitude. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que tu sais, dans la NFL, combien de fois il y a des joueurs qui finalement, ils mettent fin à leur carrière eux-mêmes en ayant une mauvaise attitude. Puis ça n'a pas été le cas du côté de Benjamin. Puis ça, il faut le reconnaître. Maintenant, il va aller rejoindre Jim Harbaugh, qui l'avait recruté à l'époque lorsqu'il jouait pour les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Il l'avait amené à Michigan. Là, Harbaugh l'amène à Los Angeles avec les Chargers. Puis ce que j'ai aimé dans mon entretien avec Benjamin, c'est qu'il a dit que les Chargers ont un plan pour lui. Comme Washington avait un plan pour lui lors de ses 3 premières années, on l'utilisait à toutes les sources. On utilisait très bien ses forces. Sa force numéro 1, c'est sa polyvalence. Alors que la saison dernière, bon, on l'utilisait seulement à la position de demi-coin. Donc, moi je crois sincèrement qu'il va rebondir. Puis, étant donné qu'on sait comment l'utiliser du côté des Chargers, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un changement au niveau du groupe d'entraîneurs de Washington. Le système a changé. Alors, ce n'est pas nécessairement le meilleur fit pour lui, mais je crois vraiment qu'à Los Angeles, on va revoir le Benjamin Saint-Just qu'on a vu lors des 3 premières années de sa carrière. Puis, si c'est le cas, ben là, il va pouvoir faire sauter la banque dans un an. Il n'est pas projeté comme partant en ce moment dans la charte de position des Chargers. Il va batailler avec Cam Hart, Tarib Steele. On a signé Dante Jackson. Il y a un certain Dean Leonard aussi qui est canadien. Mhm. Mais je pense que, évidemment, Benjamin Saint-Just,
a choisi une équipe où il croit qu'il a ses chances de devenir partant ou d'être sur le terrain. J'ai bien hâte de voir. 17 passes rabattues en 2023, ça c'était il y a 2 ans. Ça a été bon pour le 4e rang dans la NFL, seulement 7 en Mhm. 2024. Moi aussi, je pense qu'il peut rebondir. Puis vraiment, Didier, je m'adresse à toi. Le système, des fois, ça fait toute la différence, hein, n'est-ce pas? Oui. Ah oui, oui, absolument, absolument. Le système, comment tu es utilisé. Puis, tout joueur de football doit se retrouver dans un système qui marche avec ses forces. Et c'est pas un point négatif. On en parle souvent avec les carrières. Ah, ben, ce carrière-là, c'est une carrière de système. Non, mais tous les carrières sont des carrières de système parce que c'est pas vrai que tous les carrières peuvent jouer dans n'importe quel système. Tu sais, il y a des carrières qui sont plus précis que d'autres. Il y en a qui ont des bras plus puissants dans les zones profondes que d'autres carrières. Donc, c'est la même chose à toutes les positions. Alors, moi, je crois, c'est la raison pour laquelle je crois que tu veux mentionner ces statistiques en 2023 comparativement en 2024. Moi, je pense qu'on va avoir un Benjamin comme on avait vu en 2023, en 22 et en 21. Je crois sincèrement parce que le système, c'est primordial. Tu sais, tu peux être un joueur de talent, mais si on ne t'utilise pas de la bonne façon, ben là, ça va être difficile d'être productif. Les 49ers, Didier, sont-ils en construction? On dirait que les 49ers, en ce moment, c'est le gif de la petite fille qui se balance Mm. au parc là, avec la maison en feu en arrière. Hein? C'est un peu ça en ce moment. Ah! Mais sais-tu quoi? Oui, on a perdu plusieurs joueurs là, du côté des Niners lors des 2, 3 dernières semaines. Mais moi, je crois vraiment, Marc-André, qu'il fallait faire un virage du côté des Niners. Ça fait longtemps qu'on a le même noyau de joueurs. Là. Ça faisait 5 ans. Là. La première participation de ce groupe de joueurs-là des Niners au Super Bowl, souviens-toi, c'était à Miami contre les Chiefs de Kansas City. Puis on avait perdu cette rencontre-là, ça avait été un match très serré. Puis ensuite de ça, on a participé régulièrement à la finale de conférence côté de la NFC. On est retourné à un autre Super Bowl l'année dernière. On a perdu encore une fois contre Patrick Mahomes et les Chiefs. Mais là, il commence à avoir de l'usure, ce groupe de joueurs-là. Donc, je pense qu'il fallait faire un virage côté des Niners. On ne fait pas juste dire, bon, on va ramener tout le monde et essayer d'avoir une meilleure saison. Tu sais, on l'a vu, on a été décimé par des blessures la saison dernière. Puis je crois vraiment que c'est dû au fait que lors des dernières années, on a joué beaucoup de matchs. Comme je l'ai dit, on s'est régulièrement rendu soit au Super Bowl ou soit en finale de conférence. Ça, c'est taxant, là, ces matchs éliminatoires-là qu'on a disputés. Ça a rattrapé les Niners la saison dernière avec toutes les blessures qu'ils ont eues. Alors, je pense que le moment était venu, justement, là, d'y aller d'une cure de rajeunissement, si tu veux, du côté des 49ers de San Francisco. Si on regarde le tableau des joueurs qui ont quitté les Niners, Debo Samuel, bon, oui, c'était via une transaction, mais Aaron Banks, Jalen Moore, Elijah Mitchell, Joshua Dobbs, OK, c'est le quart substitut, mais ensuite, Javon Hargrave, Malik Collins, Javarius Ward, Dre Greenlaw et Talanoa Ufanga. Le bas de la liste, c'est quand même des excellents joueurs là, qu'on a laissé partir du côté des 49ers. Et Didier, il ne faut pas se rappeler qu'en 2020, les 49ers ont terminé la saison avec une fiche de 6-10. On avait placé cette année-là 18 joueurs sur la liste des blessés en cours de saison. C'était un sommet dans la NFL. Mm. On a décidé, lors de la période des joueurs autonomes en 2021, de laisser partir un paquet de joueurs, un peu comme qu'on a fait dernièrement, cette année. Puis, on n'a pas renouvelé plein de contrats, sauf Trent Williams, qu'on a signé à ce moment-là à long terme. Et l'équipe en 2021, en santé, avait fini avec une fiche de 10 victoires, 7 défaites. S'est rendu également en finale d'association cette année-là. Donc, le virage, on a déjà fait cette stratégie-là. Elle a déjà fonctionné du côté des 49ers. Maintenant, on avait eu la main heureuse au repêchage. Ça a été moins le cas au cours des dernières années également du côté des 49ers. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi le plan de l'état-major des 49ers de ce coup-là. Mais tout ça pour vous dire qu'on a déjà procédé à ce genre de vente de feu, si on peut, je peux m'exprimer ainsi. Puis ça a déjà fonctionné du côté des Niners. Ouais, parce qu'on l'avait bien repêché par la suite. On a mentionné le nom de Trent Williams. Lui, il est toujours en réflexion. Il n'est pas certain s'il veut poursuivre sa carrière. Alors ça sera un gros morceau, bien sûr, au niveau de la ligne à table, puisqu'il est, c'est pas le meilleur bloqueur à gauche depuis plusieurs saisons de toute la NFL. Non, mais c'est ça. Donc, comme tu as dit, John Nash et Carl Shanahan nous ont déjà montré qu'ils étaient en mesure de reconstruire les Niners très rapidement. Alors, on va voir s'ils seront en mesure de le faire. Ça va commencer avec le repêchage, aucun doute là-dessus. Mais j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir le reste de la saison-là des 49ers de San Francisco. Mais j'ai pas de misère avec tous les départs qu'on a eus du côté des Niners. Parce qu'il fallait avoir une cure de rajeunissement.
Et il ne faut pas oublier, tu as mentionné Brock Purdy un peu plus tôt. Alors, éventuellement, on va devoir venir en attente avec Purdy pour une prolongation de contrat. Alors ça va coûter cher. Donc, il va faire de la place également sur le plafond salarial pour l'éventuelle prolongation de contrat du carrière. J'avais oublié également Jordan Mason qu'on a échangé cette semaine du côté des Niners aux Ouais. Vikings également. Je me demande, ouais, c'est une belle police d'assurance pour Christian McCaffrey, mais ça, j'imagine que trouver un porteur de ballon pour Kyle Shanahan, c'est souvent une des choses les plus faciles de sa job. Ouais, mais Bref, est-ce que tu penses que McCaffrey va être de retour au début de la saison? Tu sais, il y a des je pense que rumeurs comme oui. quoi que les Niners voudraient l'échanger, parce qu'il n'est plus le même joueur, là, il est incapable de rester en santé, donc tu fais quoi? Puis il a un gros contrat, donc parce que même c'est échangeable ce contrat-là, tu sais. Je pense que tu peux tenter la perche. Je pense que c'est une bonne chose parce que tu ne sais jamais s'il y a des équipes qui vont être prêtes à payer un fort prix pour le meilleur porteur de ballon. Si on, tu sais, il y a 2 ans, c'était encore le meilleur porteur de ballon. L'année passée, il y a eu une saison vraiment, il y a eu des blessures, mais tu sais, lorsqu'il est sur le terrain, personnellement, je l'ai trouvé encore explosif les quelques apparitions qu'il a eues la saison dernière. Donc, moi, je pense toute bonne formation doit à tout le moins tâter le terrain, voir s'il y a des équipes qui pourraient prendre ce genre de contrat. Ils aimeraient avoir ce genre de joueurs au sein de leur formation, là. Ouais, moi, sa fragilité, elle me fait peur un peu, là. Tu sais, ça va pas aller. J'ai pas l'impression que ça va aller en s'améliorant. Mais j'ai hâte de voir comment on va l'utiliser s'il reste à San Francisco, parce que j'avais lu il y a quelques semaines lorsque les Niners ont échangé Deebo Samuel, j'avais lu que peut-être qu'on pourrait utiliser McCaffrey comme on utilisait Deebo Samuel, donc beaucoup plus à la position de receveur de passe, puis à l'occasion le placer dans le champ arrière afin de lui donner une chance d'éviter les blessures. On sait à quel point c'est taxant de jouer à la position de demi à l'attaque. Mais j'ai hâte de voir ça. C'est effectivement, on va utiliser ce plan-là si McCaffrey fait toujours partie des Niners au début de la saison régulière. Cooper Kupp a signé une entente avec les Seahawks de Seattle, 3 saisons, si ma mémoire est bonne, je ne l'ai malheureusement pas noté. C'est un retour pour lui à la maison, Cooper Kupp. C'est un joueur qui vient de l'État de Washington, de Yakima, dans l'État de Washington, à quoi, une centaine de, 1 heure et demie, 2 heures de Seattle. Donc, retour à la maison pour Cooper Kupp. Fallait, du côté des Seahawks, libérer le numéro 14 pour Sam Darnold. Et bon, Cooper Kupp va pouvoir également retrouver son numéro 10. Qu'as-tu pensé de cette signature-là du côté des Seahawks? Ah, ben, j'ai aimé ça parce que tout d'abord, on avait besoin du côté de Seattle, hein, après la transaction qui a envoyé DK Metcalf aux Steelers de Pittsburgh. On avait Jackson Smith et Jigba, ça nous en prenait au moins un autre vétéran receveur. Alors, ouais, j'aime bien ça. La question de savoir pourquoi, est-ce qu'il sera en mesure de rester en santé, hein, parce qu'il en a raté des matchs lors des dernières saisons. Il a fait des séjours sur la liste des blessés. Puis on parle de blessures aux jambes, là. À ce stade de sa carrière, en position de receveur de passe, généralement, ça ralentit les athlètes d'avoir des blessures aux jambes de cette façon-là. Mais écoute, on avait besoin de la position de receveur. 3 ans, 45 millions de dollars, donc en moyenne 15 millions par année pour Cooper Cup. La question, c'est ça. Est-ce qu'il pourra rester en santé à Seattle? Parce que ça a été difficile à ce niveau-là lors des dernières saisons pour lui avec les Rams. Je pense pas qu'on va revoir une saison comme la saison exceptionnelle. C'était quoi, il y a 3 ans maintenant de Cooper Cup, là, où il avait obtenu 17 C'est touchés, en près de 2021, je crois, 1920. ouais, ouais. Ouais, Saison mais historique, là. Une des meilleures saisons de l'histoire de la Ligue pour un sort de passe. je sais pas. J'ai encore de la misère à me faire l'idée. Est-ce que c'est un joueur fini? Je le sais pas. Je pense qu'il est encore dominant sur le terrain. Je pense qu'on va vouloir. Le problème, c'est que je pense que c'est le même receveur. Cooper Cup est efficace. C'est un receveur de possession. C'est là qu'il est efficace. Beaucoup de ballons par match, des courts gains. Je pense que c'est aussi la force de Jackson Smith et Jigba. Va falloir se trouver un receveur, selon moi, un autre receveur pour les zones profondes. On a signé Marquez Valdez-Scantling, mais je pense pas Mm. qu'à ce stade de sa carrière, c'est la solution. Donc, je me questionne sur vraiment, puis c'est un peu ça, je pense, qu'il l'a chassé de Los Angeles également, parce que Cooper Kupp et Puka Nacua, c'est 2 receveurs qui ont essentiellement le même genre d'habileté. C'est des receveurs de possession. On fait des petits Même slants, style, ouais. des petites passes par-ci par-là. C'est beaucoup de catch, puis c'est des receveurs de volume, si je peux m'exprimer en français. Je pense aussi que c'est le pain et le beurre de Jackson Smith et Jigba. C'est là qu'il est à son meilleur. Je pense pas que dans les zones profondes, c'est la grande qualité de Jackson Smith et Jigba, de JSN.
Mais j'ai hâte de voir comment tout ça va s'agencer dans l'attaque des Seahawks. Mais chose certaine, je déroge pas. Je pense que les j'en déroge pas. Je pense que les Seahawks vont axer leur attaque sur le jeu au sol, veulent avoir un meilleur équilibre. Euh, je je suis pas convaincu encore que Cooper. Je sais pas, en fait. Est-ce que c'est un joueur fini? Est-ce qu'il va être un joueur serviable à l'attaque des Seahawks? Sûrement, c'est un nom. On va devoir le surveiller, mais je pense encore que notre attaque va être basée davantage sur le jeu au sol cette saison. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Je suis quand même. Mon opinion est pas faite, comme tu peux voir. Là. Je suis en train de réfléchir à voix haute avec Ouais. vous. Dans le cas de Cooper Cup, je suis pas convaincu de ça, moi. Ben, pour moi, la priorité là, des Seahawks sur le reste de la saison morte, avec le repêchage qui s'en vient, ça va être au niveau de la ligne à l'attaque. Parce que je crois pas que les gens réalisent à quel point la ligne à l'attaque de Seattle était mauvaise. Puis Juno Smith se retrouvait sous pression. Le fait qu'on délaissait Joe au sol la saison dernière avec Ben Grubb comme coordonnateur, bon, ça aidait pas les choses, ça faisait juste empirer la situation. Mais il faut qu'on améliore notre ligne à l'attaque du côté des Seahawks. Parce que Sam Darnold, on l'a vu à la fin de la saison, en particulier lors du match éliminatoire contre les Rams, la ligne attaque des Vikings à ce moment-là était décimée par les blessures. On n'était pas en mesure de protéger, puis on a revu le Sam Darnold des Jets. Alors, ça va commencer par la ligne attaque parce que moi aussi, comme toi, je crois qu'on va vouloir courir avec le ballon beaucoup plus du côté des Seahawks. C'est une des raisons pour laquelle Ben Grubb a été congédié. Mais sans ligne à l'attaque, comment on va faire pour créer des brèches pour nos porteurs de ballon? Comment on va faire pour protéger Darnold, pour lui donner du temps afin de repérer Smith Jigba et Cooper Cup? Mais je suis d'accord avec toi que ça prendrait une menace verticale au sein de l'attaque aérienne des Seahawks de Seattle, mais ça, on peut en trouver dans le repêchage. Tu n'as pas vraiment besoin d'un receveur qui est complet. Tu peux trouver un receveur en troisième, quatrième ronde, un joueur qui est extrêmement rapide, puis après ça, bon, peaufiner les autres facettes de son jeu, mais pour l'année prochaine, essentiellement, tu l'utilises comme une menace verticale. Donc, je pense qu'il reste encore du travail à faire là, du côté des Seahawks. Moi, je suis encore toujours surpris de ce virage-là qu'on a pris à Seattle en échangeant DK Metcalf. Je comprends qu'on n'était pas à l'aise de donner un gros contrat à Metcalf, puis moi aussi, je ne l'aurais pas fait. Mais vraiment, la décision de se départir de Geno Smith pour Sam Darnold, je suis pas sûr qu'on s'est amélioré, comme je le disais la semaine dernière. Une semaine plus tard, je suis toujours pas convaincu. C'est bien beau courir, mais tu sais, déjà, Ken Walker est fait en porcelaine de Limoges, comme dirait mon grand-père. C'est pas un gars qui est souvent c'est un gars fragile, sans ligne à l'attaque. J'ai bien hâte de voir, mais oui, il va falloir, puis je Ouais. pense que le DG j'ai lu un texte, cette semaine comme quoi que le DG également des Seahawks était très conscient de ça. On a voulu, on a tenté, des perches à plusieurs joueurs de ligne. Ça a pas été fructueux jusqu'à maintenant, mais on est très conscient à Seattle qu'on a un problème au niveau de la ligne à l'attaque. Est-ce que Anthony Richardson, Didier, doit se méfier de Daniel Jones? Oh boy! Hum, hum. Ben oui, ben, je crois que oui. Hein. Bon, les coachs qui ont mis ce contrat à Daniel Jones, c'est pas comme si Daniel Jones c'est une grande menace, mais Richardson, c'est difficile. Là, depuis le début de sa carrière, on le sait, oui, c'est un joueur extrêmement talentueux physiquement, mais encore une fois, il a fait seulement une douzaine de départs dans les rangs universitaires, puis ça paraît là, depuis qu'il est dans l'NFL. Tu parles de joueurs fragiles, là, on vient de le mentionner avec Cobb, notamment, ben, c'en a un autre ça, qui est très fragile, Anthony Richardson. À tous les ans, il rate des matchs. L'année dernière, on avait Joe Flacco comme carrière réserviste cette 18 matchs année. ratés en Alors, 2 ans, Didier. ben, tu vois, c'est énorme, ça, Mmh. Marc-André, en début de carrière. Alors ça nuit à son développement en plus, le fait qu'il n'est pas là. Puis il a perdu des points auprès de ses coéquipiers. Souviens-toi, l'année dernière, là, le fameux match qu'il a demandé à être remplacé parce qu'il était à bout de souffle. Tu vois jamais un carrière demander à être remplacé. Là. Peut-être un porteur de ballon, oui, un receveur de passe, après avoir réussi un long gain, on est à bout de souffle. Carrière, tu dois te rester dans le mêlée. Moi, j'avais jamais vu ça. Là. OK? Ça fait un bout de temps là, que j'ai joué au football, que je regarde du football, que je travaille comme analyste, comme reporter. J'avais jamais vu ça. Quand tu lis les commentaires des joueurs des Colts depuis la fin de la saison, ils l'ont sur le cœur, ça. Puis, qu'est-ce qui est ressorti également des commentaires des joueurs des Colts? C'est que Richardson, bon, questionne son éthique de travail, tu sais. Donc, oui, il doit se méfier de Daniel Jones parce que je crois vraiment du côté des Colts, ça passe sous sa case cette année, là. Pour Chris Ballard, le DG notamment. Alors, si Richardson connaît un mauvais début de saison, ouais, on va envoyer Daniel Jones en mêlée parce qu'il faut sauver nos emplois du côté de l'organisation d'Indianapolis. Jones et Richardson sont depuis 2 ans, c'est les 2 corps avec la plus basse cote d'efficacité, le fameux QB rating dans la NFL.
Donc, ce Hmm. sera toute une bataille. Non, non, mais tout ça pour dire que Daniel Jones, Le moins pire a remporté cette bataille. Le moins pire des deux. tu sais, Daniel Jones a été très lucide aussi. Il a mentionné qu'il a choisi les Colts parce qu'il pense que c'est également la meilleure équipe, la meilleure formation, qui lui donne le plus de chances d'être numéro 1 dans la NFL, de revenir comme quart Ben voilà. numéro 1. Puis il a dit également, tu sais, que qu'il faut comprendre, c'est que la fenêtre également pour Anthony Richardson, on est plus vers la fin des chances qu'on lui donne que le début. Tu sais, on l'a repêché depuis 2 ans. Je pense qu'on commence à avoir un essoufflement dans le cas d'Anthony Richardson. Si ce n'est pas l'année prochaine, s'il ne démontre pas qu'il a progressé au camp l'année en 2025, ben, j'ai hâte de voir si. Moi aussi, je pense qu'on va s'essayer avec Daniel Jones, surtout s'il connaît un super camp au détriment d'Anthony Richardson. Donc, c'est intéressant du côté des Colts, mais moi aussi, je suis d'accord. C'est deux athlètes, sauf qu'en termes de passes, de passeurs, c'est deux passeurs médiocres. Je ne sais pas si vraiment les Colts sont meilleurs avec l'un ou l'autre. Ça reste à voir, selon moi. On va voir ce que Daniel Jones, bon, le temps qu'il a passé avec les Vikings, quand même, c'est quoi, juste une demi-saison? Est-ce que ça lui a vraiment donné le temps de s'améliorer? Ben, moi, je suis d'accord avec toi, les deux sont limités en tant que passeurs. Les deux ont des bras puissants, sont capables de courir de bonnes de chaque part. Mais je ne crois pas que Daniel Jones va être la solution au coach si jamais Richardson n'est pas en mesure de se développer. Mais on verra bien. Mais moi, c'est surtout les commentaires de ses coéquipiers qui mettent en question l'éthique de Mhm. travail de Richardson. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce que si tu n'es pas studieux, si tu n'es pas travaillant, peu importe à quel point tu es talentueux, tu n'auras pas de chance de connaître du succès. Pas à ce niveau-là, pas au niveau de la NFL et certainement pas à la position de carrière. C'est tout le contraire d'un gars comme, tu sais, si on prend l'exemple de Jaden Daniels, qu'on dit que c'est un nerd, là, qui, je pense que sa maison est dans la salle. Je pense qu'il y a un lit dans la salle vidéo de l'équipe. Il est toujours là à 5 heures du matin. Il est exemplaire. C'est un vrai pro. Anthony Richardson, c'est pas ça pantoute. Puis je pense qu'il y a eu d'autres corps. On pourrait nommer d'autres corps aussi qui ont été repêchés assez haut, que leur éthique de travail était quand même assez déficiente. Ouais, l'anecdote favorite, moi, c'est Paxton Lynch. En fait, il y en a deux, Paxton Lynch et Paxton Jamarcus Lynch. Russell. Souviens-toi, les Broncos de Denver l'avaient repêché en première ronde, carrière de l'Université de Memphis. Du coup, tu as dit, ouais, de l'Université de Memphis. Il était grand, mais ça fait 6 pieds 6, 6 pieds 7 pouces. Il était mobile, il avait un bras canon, mais préférait jouer aux jeux vidéo ou d'étudier quel jeu. Tu vois, c'est ça le problème. Mais lui, c'est un gamer, c'est un gros gamer, puis il s'occupait de son temps, mais là, t'es rendu dans la NFL, ça peut plus être ça. Puis Jamarcus Russell, anecdote que j'avais entendue de sa part, il y avait un coach qui, à l'époque, c'était des DVD qu'on donnait aux joueurs, afin de se préparer. Puis il avait donné un DVD avec, je ne sais pas, supposons peut-être une cinquantaine de jeux. Puis il avait dit, écoute, peux-tu regarder ça? Regarde ça ce soir, puis dis-moi quels sont tes jeux favoris demain. Et on va les pratiquer. Parfait. Russell revient le lendemain, puis là, le coach lui demande, oui, puis c'est quoi tes jeux favoris là, du DVD que je t'ai donné? Il dit, ah, je les aime tous. Ah, on peut tous les utiliser, j'aime ça. Il dit, ah, t'es sûr? Ouais, 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 j'aime tout ça. Sais-tu quoi? Le coach a donné à Russell un DVD vide. Il n'y avait rien dessus. Fait que ça veut dire qu'il ne l'a même pas pris, il ne l'a même pas regardé pour se rendre compte qu'il n'y avait rien. Tu sais? Tu vois, c'était un test, puis il a échoué lamentablement. Puis bon, c'est un des plus grands flops. C'est pas le plus grand flop de Mhm. l'histoire du repêchage, mais c'est ça. Éthique de travail. Marcus Russell est devenu un flop. C'est pas à cause du manque de talent. Écoute, il y avait tout. Il était grand, gros, énorme, un bras canon, il était mobile, en travaillant. Il a signé son contrat. Tout était beau pour lui. L'époque de Al Davis où ce qui pensait plus intelligent que tout le monde en disant je vais repêcher le carrière qui lance le plus loin et le receveur de passe qui court le plus vite. Ça va fonctionner. Darius Hayward B, tu t'en souviens? Puis ça va Oui, fonctionner, cette oui, oui, affaire-là. Darcy Woodby. Ouais, ouais. Mais Ouais. pauvre Woodby, c'est pas de sa faute si les Raiders ont repêché trop tôt. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire au combine. Il a couru rapidement. Mais écoute, cette année-là, on aurait pu repêcher Calvin Johnson du côté des Raiders. Hein? On voulait pas. On se disait non, ça nous prend un carrière absolument. Lane Kiffin était l'entraîneur-chef à l'époque des Raiders. Mhm. Lui, il voulait Calvin Johnson. C'est Al Davis qui a dit non, ça nous prend un carrière. Jamarcus Russell est notre homme. Donc, et Le on gars qui connaît la lance le suite. plus loin, le gars qui court le plus vite. C'est si facile, le football, Didier. Ouais, si seulement c'était aussi facile que ça. Ouais. Les meilleurs athlètes du combine deviendraient automatiquement les meilleurs joueurs. Exact, exact.
Bon, ben écoute, on va se tourner maintenant du côté du fantasy football. Là. Ça fait quelques semaines, en raison là, de toutes les actualités qu'il y avait à travers la NFL, avec la période des joueurs autonomes. On n'a pas choisi fantasy football, mais là, on va se tourner vers les ailiers rapprochés, des surprises et déceptions de la dernière saison. Tu commences avec une surprise. On savait qu'il était talentueux, mais on ne croyait pas que Brock Bowers allait carrément réécrire le livre des records pour un ailier rapproché recru. Pas juste ça, t'étais une des meilleures saisons pour un ailier rapproché dans l'histoire de la Ligue. La meilleure saison pour un receveur, pour un ailier rapproché recru dans l'histoire de la Ligue. Ciblé 153 fois, 112 catchs, 1194 verges. Ça, c'est tous des records. Ce sont tous des records pour une recrue. Également, le record de points fantasy pour une recrue. Il a été repêché comme ailier rapproché numéro 9. Didier il a terminé comme ailier rapproché numéro 2 en format standard et numéro 1 en format PPR. Ça fait 2 années de suite, Didier, qu'on a un ailier rapproché recru qui termine CEO. On se souvient de Sam Laporta l'année dernière et maintenant Brock Bowers. Ouais. Euh, Personnellement, je voulais faire un petit aparté. J'étais en train de me dire que euh, maintenant, il ne faut pas avoir peur des ailiers rapprochés recrues. Là. Il va y avoir Tyler Warren qui va sûrement avoir un certain buzz là, également dans le repêchage, dépendamment où ce qu'il aboutira. Je pense qu'il faut. Cette année, je vais garder un œil sur les alliés rapprochés talentueux, recrues. Je pense qu'on a des exemples dernièrement, lors des dernières années, que ce que ça fonctionne, les alliés rapprochés recrues, s'ils sont dans la bonne situation. Brock Bowers a été productif malgré la présence de Michael Mayer. Hein, c'était un peu ça qu'on se disait en début de saison. C'est pour ça qu'il a glissé dans les repêchages. Il était seulement l'allié rapproché numéro 9 et un carrousel de corps arrière. Hein. O'Connell, Minshew et Desmond Ridder. Donc, 2025, maintenant, on est à se poser la question avec Geno Smith. Desmond Ridder. Geno, Ouf. Geno Smith est clairement le meilleur corps avec lequel Brock Bowers va jouer. Donc, pour moi, sky's the limit ici. Là. En ce moment, il est le premier à aller rapprocher, fin de première, début de deuxième ronde, repêché dans les pools fantasy. Il y a souvent des best balls qui se font actuellement, là, où on repêche seulement une formation, un line-up. On ne touche pas jusqu'à la fin de la saison. Puis ça, c'est à l'année. Mais bref, premier aller rapproché, fin de première, début de deuxième. Ça va être dispendieux se procurer Brock Bowers dans vos repêchages. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ça reste à voir. Mais Brock Bowers, vraiment, c'est lui l'attaque aérienne des Raiders en ce moment. En fait, c'est plus qu'un aller rapproché. C'est le receveur numéro 1. C'est la cible numéro 1 dans le jeu aérien des Raiders. Puis avec Geno Smith, je pense que c'est le genre de corps qui pourrait lui permettre d'atteindre encore des niveaux inégalés à la position de l'Irap. Oui, avec Travis Kelce qui est en fin de carrière, ben là, je pense que le flambeau est en train de se passer là, de Kelce à Mhm. Bowers en tant que meilleur ailier rapproché, pas juste de toute la ligue, mais également naturellement au niveau du fantasy football. On va voir s'il peut être constant, s'il va produire comme il l'a fait lors de son année recrue, lors de sa deuxième année. Puis ça, c'est ça, la beauté de Travis Kelce, on ne se posait pas la question. Hein. On savait à tous les ans, c'est au moins 10 touchés, 1000 verges par voie de réception. A été tellement constant avec Patrick Mahomes. Maintenant, est-ce que Bowers pourra développer le même genre de chimie avec Geno Smith? J'ai hâte de voir ça, mais il est tellement talentueux. Alors, je préfère parier en faveur de Brock Bowers que contre Parce lui. que Sam Laporta, ça a été plus difficile aussi cette année. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, il n'a pas été aussi productif. Alors, on va voir si l'histoire va se Mhm. répéter. Maintenant, il y a Jonnu Smith des Dolphins de Miami qui, ben, lui, il a vraiment été une surprise parce qu'à un certain moment donné, il était rendu la pierre angulaire ou à peu près de l'attaque des Dolphins de Miami. C'est le meilleur rabais à la position d'aller rapproché cette année au niveau fantasy. C'était même un vol. Repêché comme ailier rapproché, Didier, numéro 29. 29e ailier rapproché, repêché, terminé comme ailier Et rapproché wow! numéro 4. 5 fois dans le top 4 à la position lors des 8 dernières semaines et 7 fois dans le top 10 à la position lors des 8 dernières semaines. Ce qu'on remarque avec Jonnu Smith, c'est que l'attaque des Dolphins lui sied à merveille. C'est un peu le prolongement du jeu au sol. On a vu beaucoup de courtes passes, des passes dans le flanc à lui et Devon Achane. C'était vraiment ça la recette des Dolphins cette saison. C'est pour ça que des gars comme Tyreek Hill et Jalen Waddle ont été décevants. En 2025, on peut se permettre de rêver aussi dans le cas de Jonnu Smith. Si le schéma à l'attaque, le schéma tactique demeure le même, je pense que Jonnu Smith peut être très productif, même s'il arrive à 30 ans. Une éclosion à 29 ans, c'est rare, mais vraiment, c'est vraiment une pièce importante de l'attaque
les Dolphins, selon moi, Jonnu Smith pour la saison 2025. Ouais, bien d'accord avec toi. J'ai hâte de voir la suite des choses. Les Dolphins m'ont déçu là, durant la période des joueurs autonomes. On n'a pas été très actifs. Bref, on aura le temps d'en reparler un autre moment. Trey McBride, il est rapproché des Cardinals de l'Arizona. Là, finalement, cette année, on s'est mis à parler de lui un peu plus. Il est talentueux. Les Cards, c'est une équipe qui joue un peu dans l'ombre parce qu'on a peu de succès lors des dernières saisons. Mais là, cette année, je pense qu'il y a bien des gens qui ont réalisé qu'il est un des meilleurs ailiers rapprochés de la NFL. On avait parié sur son éclosion en 2024. Ben, on a eu raison d'y croire parce que Trey McBride était l'allié rapproché numéro 4. C'était un peu un pari qu'on prenait lors de vos repêchages. Il a terminé comme il rapproché numéro 3. Donc, vraiment, il a livré la marchandise. Ça, c'est intéressant. Il a la même moyenne environ de points par match que Brock Bowers. Bowers était à 12,2 et McBride était à 12,1. Donc, ici, c'était pas super loin en termes de points par match. Et Brock McBride, l'affaire, Didier, ça a pris 17 semaines avant qu'il inscrive un premier touché Oui. par la passe. Il y avait seulement un touché au sol. Donc, il est permis de croire que ça ne se passera pas comme ça la saison prochaine, que c'est vraiment une anomalie dans sa carrière. S'il obtient plus de touchés, un peu plus, mettons-le à 5 au lieu de 1 par la passe, déjà, on va vraiment voir tout le plein potentiel de Trey McBride. En 2025, la perspective est assez similaire à celle de 2024. Je pense que c'est l'une des cibles favorites de Kyler Murray, spécialement dans les jeux, dans les zones courtes et intermédiaires. Reste à voir maintenant la progression de Marvin Harrison. S'il sera plus impliqué, j'imagine qu'on va l'impliquer davantage, Marvin Harrison, à l'an 2. Je pense que ça pourrait jouer sur la production de Trey McBride, mais je pense qu'il sera encore hyper impliqué dans l'attaque des Cards. Ça serait la deuxième option, dans le pire des cas, pour Kyler Murray en 2025. Donc, je pense qu'il va rester un ailier rapproché élite au sein de la NFL et au niveau fantasy. Ouais, McBride qui a établi un record de la NFL pour le plus grand nombre de réceptions en une saison sans avoir marqué un touché. Mm. Écoute, il était rendu à quoi? À plus de 90 réceptions, je pense, quand finalement il a inscrit son premier touché de la saison. Alors, on va lui en souhaiter beaucoup plus l'année dernière, mais il est talentueux, c'est aucun doute. Je ne peux pas comprendre à quel point un joueur peut être aussi productif sans marquer de toucher. Alors, je ne crois pas que l'histoire va se répéter. Alors, au moins, comme tu as dit, au moins minimum 5 touchés pour Trey McBride en 2025. On va lui souhaiter ça. On va se tourner maintenant vers les ailiers rapprochés qui ont été décevants en termes de fantasy football. Pour commencer avec Dalton Kincaid des Bills de Buffalo, qui avait montré de belles choses lors de son année recrue, mais les blessures ne l'ont pas aidé la saison dernière. Là, écoute, souvent, je me vante de mes bons coups, mais là, il faut que je parle de mes échecs. Ça, c'en est un retentissant dans mon cas, Dalton Kincaid. J'étais convaincu qu'il allait exploser cette année. Ce fut vraiment pas le cas. Repêché comme il est rapproché numéro 5. Et personnellement, je fais mon mea culpa. Je l'avais dans plusieurs pools. Puis ça a été l'une des causes de ma perte dans certains pools. Terminé comme il est rapproché numéro 29 au niveau fantasy. Il y a seulement 448 verges en 2024. Et c'est pas le fait qu'on l'a pas ciblé dans l'attaque des Bills. Il a été ciblé 25 du temps, mais ça n'a vraiment pas été efficace. Son pourcentage de passes captées est passé de 80 en 2023 à 59 en 2024. Et j'ai une stat vraiment qui parle d'elle-même pour vous. Dalton Kincaid a été l'un des ailiers rapprochés qui a couru le plus de tracés des go routes, donc de tracés en ligne droite. Et sur ces tracés-là, il a obtenu aucune verge de gain. Donc, c'est pas qu'on n'essayait pas de l'utiliser dans les zones profondes, mais il n'a jamais capté un ballon dans des tracés en ligne droite. Donc, ça, c'est inquiétant du niveau de Dalton Kincaid. Et en 2025, on ne peut pas vraiment parier sur ce que ça va changer dans l'attaque des Bills parce qu'on a connu du succès. Ce qu'on se rend compte, c'est que la pointe de tarte chez les receveurs / les rapprochés, ben, elle est vraiment petite avec Josh Allen au poste de quart. Josh Allen également utilise ses jambes à bon escient. Et également, on a un jeu au sol efficace. On a vu avec James Cook l'année dernière. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas fait d'ajout tant significatif dans le jeu aérien. On va, du côté des Bills, on va s'en remettre à la progression de Keon Coleman. On a re-signé Khalil Shakir également. Donc, moi, je ne sais pas où ce que Dalton Kincaid se place dans cet échiquier-là. C'est triste à dire. Je pense que c'est talentueux, mais je pense que j'en ai eu assez avec Dalton Kincaid. Il m'a refroidi. Il m'a vraiment refroidi cette année. Je ne suis pas convaincu que je vais lui redonner une autre chance la saison prochaine. Juste une fois, hein. Tu sais que c'est juste ça que ça te prend, toi. Tu te fais brûler une fois, puis t'en as Ah, assez, hein?
j'ai encore le temps de changer d'idée, sait-on jamais, mais ouais. Ouais. On va continuer avec les déceptions en position d'ailier rapproché. Et Evan Ingram, qui lui ben, a connu une saison à l'image des Jaguars de Jacksonville. Puis Ingram, là, il est rendu où encore, Ingram, mon Dieu, il a signé la semaine dernière, là, j'oublie, ça Les m'échappe. Bref, Broncos, je vais faire. je vais vous en, Oui, je oui, vais c'est vous en ça, à parler Denver, parce que ben c'est oui. intéressant. Oui, c'est ça. Oui, 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 bon potentiel. Ben vas-y. Parle-nous de Evan Exact. Ingram. Repêché comme il est rapproché numéro 8, terminé comme il est rapproché numéro 33 parce qu'il a seulement disputé 9 matchs. Hein. Il était blessé la saison dernière. Ouais. Mais même lorsqu'il était sur le terrain, il aurait terminé comme il est rapproché numéro 16 pour les moyennes de points par match fantasy. Donc ça, c'est vraiment c'est pas qu'est-ce qu'on avait prévu dans le cas d'Evan Ingram. En 2025, il a signé un contrat de 2 ans, 23 millions, dont 16 garantis. Ça, c'est intéressant avec les Broncos. Sean Payton a vraiment parlé, depuis qu'il est à la barre des Broncos, d'avoir son fameux Joker, l'ailier rapproché qui peut tout faire sur le terrain, qui peut bloquer, capter des passes. On a vu que l'expérience de Greg Dulcich, ben, ça va tirer à sa fin. On pensait que ça allait peut-être être lui au début, mais finalement, euh, j'aime vraiment l'acquisition de Evan Engram. On parlait d'un gars qui peut revenir dans le bandwagon là, pour la prochaine saison. Evan Engram, je pense que c'est un allié rapproché qu'on va pouvoir avoir à un prix décent, qui pourrait être très, très, très productif parce que je pense que il va avoir du volume à prendre dans cette attaque-là avec Bo Nix. On a, mis à part Cortland Sutton, je veux dire, je pense que Evan Engram pourrait être la cible numéro 2 de Bo Nix. Et en 2023, on se souvient, il est seulement à 2 ans d'avoir connu une saison incroyable et même au niveau fantasy, il avait été ciblé 23 du temps dans l'attaque des Jaguars. Il avait terminé comme il est rapproché numéro 4 lorsqu'il avait été en santé en 2024, numéro 4 au total. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que un top 5 est assez. Je pense qu'il pourrait terminer dans le top 5 avec les Broncos si justement les morceaux du casse-tête se placent adéquatement. Ouais. S'il reste en santé, lui aussi, c'en est un autre qui doit rester en santé, comme tu viens de mentionner. Il n'a joué que 9 Mhm. matchs la saison dernière. Alors, Dalton Kincaid, il est sur ta blacklist. Evan Ingram, tu crois à sa renaissance, qui va renaître de ses cendres la saison prochaine en jouant avec Bo Nix. Mais Carl Pitts, maintenant. Alors, ouais, oh, je vois déjà ton visage, ton expression faciale. Alors, Carl Pitts, très grande déception depuis le début de sa carrière, pas juste l'année dernière. Alors, est-ce que tu es plus optimiste pour Carl Pitts en 2025, alors que Michael Penix sera le carrière partant dès la première semaine? C'est assez, Didier, des excuses pour Carl Pitts. Hein. On a fait le tour. Là, je suis d'accord avec Oui, mais toi. les, Je suis d'accord avec oui, mais il toi. est encore jeune. Il va avoir le 24 ans en ce moment, il va avoir 25 en octobre prochain. Et oui, mais il est athlétique. Il est talentueux. C'est un choix de première ronde. On l'a vu à Florida ce qu'il faisait. Repêché comme il est rapproché numéro 6, terminé comme il est rapproché numéro 15. On se disait cette année, avec Kirk Cousins, que l'attaque autour de lui, que le corps, on l'aurait cru amélioré avec Kirk Cousins au poste de corps. C'est pas ça qui s'est passé. Rien n'a changé. Je suis en train vraiment de quitter vraiment Carl Pitts, moi aussi. 50 verges par la passe, une seule fois lors des 9 derniers matchs de la saison. Non seulement il n'a pas été bon, mais il vous a fait mal également dans vos éliminatoires fantasy. Mm. Il est 3 ans de suite hors du top 12 à la position de l'y rapprocher. Et on s'entend que le top 12 à la position de rapprocher, c'est pas les gros chars. C'est quand même assez facile Ouais. d'intégrer le top 10. C'est une saison décente. Et en 2025, là, on va vraiment on va se calmer sur Carl Pitts. Il va vraiment être un billet de loterie en fin de repêchage. Écoutez, il est encore jeune. Il est athlétique. Mais moi, je débarque, les amis. Je ne repêcherai pas Carl Pitts. Je vais le laisser. Un jour, s'il devient un joueur dominant, ben, je vais m'être trompé. Ça m'a fait plaisir de m'être trompé. Mais je débarque officiellement en 2025. Je ne pense pas que Carl Pitts, ça va se concrétiser jamais. Fait que tu vas laisser quelqu'un d'autre le repêcher, là, au Ah sein de ouais. tes ligues fantasy. Toi, Ah il ne ouais. sera pas sur ta liste, là. Tu Non. en as assez vu. Non. Il y a des gens comme ça, mais c'est de quoi je te blâme pas. Je te blâme pas. C'est moi aussi, Carl Pitts, j'ai lancé la serviette, ça fait longtemps. Là. OK, c'est un gros receveur de passe, essentiellement. Il n'est pas capable de bloquer. Même, je me souviens d'un match l'année dernière avec Penix en fin de saison. Là. Il n'avait pas échappé une passe de Penix. Ça aurait pu être une passe de Mm. toucher. Il l'avait dans les mains, il l'a échappé, puis elle a été interceptée. Bref, non, moi aussi, j'ai complètement laissé lancer la serviette dans le cas de Carl Pitts. Je suis d'accord avec toi. Tant mieux pour lui. S'il est en mesure de connaître une brillante saison. Mais non, c'est ça. Ouais,
ce ne sera pas au sein de mon équipe Fantasy Football ou de la tienne. On s'entend là-dessus. Non. Bon, ben écoute, on Non. a fait le tour à la position dédiée rapprochée. Merci Marc-André pour cette chronique Fantasy Football. Merci de m'avoir accompagné pendant tout l'épisode. Alors là, ben, la période des joueurs autonomes, ça tire un peu à sa fin. Hein? Il reste à voir qu'est-ce qui va arriver avec Aaron Rodgers si vous êtes intéressé par ça. Mais j'espère que cet épisode du podcast vous a plu. Si vous l'écoutez, si vous le regardez sur YouTube ou vous l'écoutez en audio, bien que vous êtes un mordu de football, tout comme vos amis, ben, je vous invite à partager les liens des publications qu'on fait avec vos amis qui sont également des mordus de football. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et on se reparle bien la semaine prochaine.